Et yap les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon et qui dit biathlon dit la 5e étape de Coupe du Monde du côté d'Oberhof. C'était le week-end dernier, programme étalé sur 3 jours au lieu de 4 initialement prévus, puisque vous n'étiez pas sans savoir que ces derniers jours le redout a frappé l'Europe de manière générale. On a dû rapatrier de la neige sur le site, attendre que le fond durcisse avec le gel qui était prévu dans la nuit de jeudi à vendredi pour lancer les hostilités dans les meilleures conditions possibles. Donc le programme a changé de tout au tout avec les sprints qui ont été prévu donc du coup le vendredi, le samedi les relais mixtes simples et normaux et bien sûr le dimanche pour terminer en apothéose avec les poursuites féminines et masculines. Oberhof, théâtre bien évidemment de pas mal de grands moments de biathlon, notamment les championnats du monde 2004 qui avaient vu les razzias de Raphaël et de Liv Greteux Poiré. Ça remonte un petit peu, des mondiaux quasi parfaits à l'image de ceux d'un Martin Fourcade à Ruhpolding en 2012 ou à Oslo en 2016 un petit peu plus récemment. Oberhof, vraiment une terre mythique de biathlon, une Mecque. D'ailleurs, le temps est mythique du côté d'Oberhof également, puisqu'on a toujours un soleil radieux, bien évidemment, c'est ironique, des conditions exécrables encore ce week-end, avec beaucoup de brouillard, beaucoup de vent, de la neige et notamment du vent de face dans la dernière remontée vers le stade. D'ailleurs, on a eu un sprint très long du côté des garçons. Généralement, c'est entre 22 et 25 minutes. Là, on se rapprochait de la demi-heure. C'est vous dire à quel point les conditions météorologiques étaient extrêmement difficiles. Pas mal d'absents ce week-end du côté d'Oberhof et pas seulement pour des cas de Covid-19 puisqu'il y a également des méformes à prendre en compte et pas des moindres, celles de Lukas Hofer et de Thierry Lekov qui ont préféré rester à la maison pour préparer les prochaines échéances, que ça soit Ruhpolding la semaine prochaine et bien sûr Antholz-Anterselva dans 2 semaines. Ça va de soi pour Lukas Hofer qui aimerait bien évidemment briller sur ses terres en Italie et puis également pour Thierry Lekov qui, contrairement à la majorité des Norvégiens, eh bien, sera présente du côté de Ruhpolding, tout comme Marte Olsbo-Reuseland, la numéro 1 mondiale, qui elle devrait faire l'impasse du côté d'Antholz-Anterselva dans 2 petites semaines désormais, comme l'ensemble de l'équipe suédoise et quelques Russes qui bien évidemment préfèrent faire des impasses en vue des Jeux Olympiques pour essayer de refaire du jus. En revanche, côté français, eh bien, il n'y a aucune impasse de prévu puisque on préfère préparer les Jeux Olympiques avec un dossard sur le dos et comme on dirait l'autre, c'est plutôt une bonne chose, puisque ça permettra notamment à Quentin Fillon-Maillet et à Emilien Jacquelin de prendre encore un peu plus le large au classement général, et pourquoi pas côté français, avec nos filles, pourquoi pas de se replacer dans le top 10 avec une Julia Simon qui nous a encore gratifié d'un superbe week-end. Et justement, on va en parler de ce superbe week-end, et notamment de ses compétitions individuelles, parce que c'est vrai que je me suis fait un petit peu discret ces derniers jours sur YouTube, j'ai eu un week-end très chargé, mais rassurez-vous, j'ai quand même pensé à vous et à pas mal de contenu qui va arriver sur la chaîne dans les prochains jours, cette semaine, et oui, c'est pas parce que je ne suis pas actif que je ne pense pas à vous, mais au niveau des résultats, puisqu'on va quand même s'y intéresser, sachez que Marte Olsbo-Reuseland chez les femmes, parce qu'on va quand même commencer par les filles, parce que nous sommes galants, Marte Olsbo-Reuseland qui a encore une fois marché sur la concurrence sur ce week-end d'Oberhof, ne laissant que des miettes à ses adversaires. Décidément, on est habitué ces dernières saisons à avoir une Norvégienne dominer outrageusement le circuit féminin de la Coupe du Monde. L'an dernier, c'était Thierry Lekov. Là, désormais, c'est Marte Olsbo-Reuseland. La couleur de la combinaison ne change pas. Marte Olsbo-Reuseland qui réalise le doublé sprint poursuite sur ce premier week-end du mois de janvier, et pourtant il y avait de la concurrence, à commencer par Julia Simon. Je vous en ai parlé en préambule de cette vidéo. Julia Simon, on peut le dire cette fois-ci, a bien évidemment retrouvé son meilleur niveau après son superbe dernier week-end de Coupe du Monde à la fin du mois de décembre du côté du Grand Bornand. Et bien Julia Simon confirme avec une 2e place sur le sprint et sur une 4e place sur la poursuite, malgré quelques fautes de trop sur le pas de tir. Anaïs Chevalier est bien revenue du côté également des Françaises après un week-end très compliqué au Grand Bornand. Elle va aller chercher une 6e place sur le sprint, une 5e place sur la poursuite. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué pour Elvira Heuberg. Elvira Heuberg qui était malade finalement lors des fêtes de fin d'année, un petit peu à la manière d'une Alice Bescon qui, elle, se contente d'une 15e place sur le sprint et d'une 7e sur la poursuite. Est-ce que c'est dû, bien évidemment, à son manque d'entraînement dû à cette petite maladie contractée lors des fêtes? Je ne sais pas. En tout cas, elle a semblé un petit peu moins précise derrière la carabine, en tout cas par rapport à ce qu'elle avait été du côté du Grand Bornand, même si le pas de tir du Grand Bornand, on va pas se cacher, n'est absolument pas comparable à celui d'Oberhof, puisque à Oberhof, il y a toujours énormément de vent, ce qui n'est bien sûr pas le cas du côté du Grand Bornand, puisque l'arrivée se fait en descente, et également le pas de tir est totalement protégé du vent, puisque je vous rappelle, le site est situé en pleine cuvette, mais plus surprenant du côté d'Elvira Heuberg, ce sont les temps de ski qui n'ont pas été à la hauteur de ceux du mois de décembre. Alors encore une fois,
on peut effectivement justifier les moins bons temps de ski d'Elvira Heuberg par rapport finalement à sa méforme et peut-être cette maladie qui l'a un petit peu affaibli entre Noël et le jour de l'an. C'est vrai que j'étais assez surpris notamment lors de la poursuite de ne pas l'avoir capable de suivre Julia Simon. Alors c'est vrai qu'on a appris plus tard qu'elle a été victime d'une chute, mais quand même elle semble un petit peu marquer le pas. Est-ce que c'est à cause de cette maladie qui finalement a été attrapée entre Noël et le jour de l'an, ou est-ce que c'est parce qu'elle a du mal à enchaîner un petit peu comme l'an dernier? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle marque un petit peu le pas et qu'elle perd bien évidemment des points sur sa principale concurrente, à savoir Marthe Osbourg-Heuseland, qui est plus que jamais désormais leader du classement général. Et puis également, petite surprise assez intéressante, c'était la surprise du chef du côté des Français, l'arrivée de Paula Bottet, seulement 21 ans depuis le mois de décembre dernier, qui est allée chercher 2 39e places, bien évidemment une sur le sprint et une sur la poursuite. Elle marque donc 4 points ce week-end et on la retrouvera bien évidemment du côté de Ruhpolding en lui souhaitant aussi bonne chance et un aussi bon week-end que celui d'Oberhof, et en espérant également que Eric Perrault, qui sera également reconduit du côté de Ruhpolding malgré sa non-qualification pour la poursuite, sera capable de s'inspirer de ce qu'a fait Paula Bottet, mettre les balles, parce qu'on sait très bien qu'Eric Perrault, avec le temps de ski et ses capacités sur les skis, s'il met les balles, il sera capable, je ne sais pas, d'aller chercher pourquoi pas un top 25 à top 20, que ce soit sur un sprint ou sur une poursuite. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter du côté de Ruhpolding. Du côté des hommes, parce que c'est aussi intéressant de s'y intéresser, il y avait une bataille pour le dossard jaune entre Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Et oui, c'était également la bataille du Grand Bornand. On voulait savoir qui pourrait finir ce mois de décembre avec le dossard jaune. Finalement, c'est Quentin Fillon-Maillet qui avait pris le dossard jaune à l'issue de la poursuite pour le rendre à Émilien Jacquelin du côté de la Mastart. Émilien Jacquelin qui arrivait en jaune sur ce premier week-end du mois de janvier, et on voulait bien évidemment savoir qui des deux Français allait terminer le week-end en jaune. Et le mieux parti d'entre eux, c'était Émilien Jacquelin qui allait chercher, je vous le rappelle, une magnifique deuxième place sur le sprint. Malgré un 8 sur 10, il doit s'incliner face à Alexander Loginov. On le sait, le russe médaillé d'or sur le sprint, c'était à Antolz-Anterselva sur les mondiaux. Alexander Loginov qui forcément fait couler énormément d'encre. On connaît bien évidemment le passif de ce garçon qui a été contrôlé positif à l'EPO, qui a été suspendu pendant 2 ans et qui est aujourd'hui beaucoup plus fort que à l'époque, alors qu'il était dopé. Donc forcément, quand vous êtes beaucoup plus fort, soi-disant propre, que quand vous étiez dopé, ça pose forcément question. Mais le garçon, avec un bon petit 9 sur 10, est allé chercher une 4e victoire en carrière ou une 5e victoire en carrière en Coupe du Monde, devançant de quelques secondes Émilien Jacquelin, qui a semblé un petit peu accuser coup dans le dernier tour. Quentin Fillon-Maillet, lui, malheureusement, a réalisé un sprint un petit peu moins bon que Émilien Jacquelin, allant chercher seulement une 9e place et donc concédant des points bien évidemment au classement général. À noter bien évidemment du côté du sprint le retour en force de Sturla Holmlygrid, qu'on avait un petit peu oublié, on va pas se le cacher, depuis sa victoire sur l'individuel et donc épreuve d'ouverture de la Coupe du Monde cette année. Sur la Holmlygrid qui va chercher une très belle 3e place et qui d'ailleurs est allé chercher une très belle 4e place, battue seulement au sprint par Taribo lors de la poursuite. Émilien Jacquelin qui s'est lancé donc en 2e position derrière Alexander Loginov, et Quentin Fillon-Maillet, leader donc de la spécialité en poursuite, va donc devoir chasser sur cette poursuite. Et on pensait bien évidemment qu'Émilien Jacquelin étant le mieux placé, puisque 2e et surtout proche d'Alexander Loginov, aurait le plus de chances d'aller chercher pourquoi pas un nouveau podium et pourquoi pas une nouvelle victoire cette saison. Et bien finalement, que nenni, c'est Quentin Fillon-Maillet qui est allé chercher la victoire sur la poursuite. Pourtant, il était très mal parti, Quentin, puisqu'au-delà de son retard initial par rapport au temps qu'on avait pris sur la poursuite, il s'était jugé 2 tours de pénalité sur la première salve de tir, donc sur le premier tir couché. 2 tours de pénalité qui vont le mettre loin, très loin, mais finalement, après, à 15 sur 15, avec le 5 sur 5 sur le 2e couché et le 10 sur 10 sur les 2 debout, Quentin Fillon-Maillet profite bien évidemment également des erreurs d'Alexander Loginov, qui s'est complètement foiré sur le dernier tir, pour aller chercher une 3e victoire cette saison, la 3e en poursuite, la 3e poursuite d'affilée, pour reprendre le dossard jaune à l'ami Émilien Jacquelin, qui a été victime d'un mauvais choix de ski. Ce n'est pas un problème de marque, puisque c'est vrai que c'était un problème de marque. Émilien Jacquelin n'aurait certainement pas réussi à faire 2e sur le sprint, mais c'est un problème de choix de ski. Émilien Jacquelin qui ne glissait pas et qui a confié avoir été carbonisé au bout d'1 kilomètre de course. Forcément, ça n'a pas forcément arrangé son affaire, sachant qu'en plus, il s'était jugé infliger plutôt 3 tours de pénalité sur le dernier tir, un petit peu comme sur la poursuite du Grand Bornand. 3 tours de pénalité qui le font reculer jusqu'à la
17e place de la course. Emilien Jacquelin, donc 17e, qui concède son maillot jaune de leader de la Coupe du Monde à Quentin Fillon-Maillet, qui va troquer son maillot rouge de la poursuite pour le maillot jaune, finalement, de leader de classement général de la Coupe du Monde sur le sprint de Ruhpolding. Ça sera bien évidemment jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Emilien Jacquelin qui concède des points, mais qui conserve bien évidemment sa seconde place, malgré bien la place de dauphin de Sébastien Samuelsson, qui revient un petit peu en forme, deuxième, donc derrière Quentin Fillon-Maillet. Le podium va être complété par Tariebo, qui bat au sprint, bien évidemment, son compatriote sur la home grid, qui revient bien évidemment en force. Et puis, bien évidemment, aussi à noter, parce que c'est très important, la déchéance totale, la contre-performance collatérale de l'ami Johannes Tignesbo, qui termine 28e et 21e respectivement du sprint et de la poursuite. Johannes Bö qui doit bien se demander pourquoi il est allé du côté d'Oberhof. Il doit bien se dire au ce moment-là, j'aurais mieux fait de rester avec ma femme et mon gosse tranquillement à profiter des fêtes de fin d'année, parce que très clairement, c'est un Johannes Bö méconnaissable à la fois sur le pas de tir et sur les skis. Johannes Bö qui se pose énormément de questions sur la suite de sa saison. Lui qui se dit aujourd'hui clairement plus l'un des favoris pour les Jeux Olympiques. 7e actuellement du classement général de la Coupe du Monde. Il se dit loin de son meilleur niveau et s'inquiète vraiment à quelques semaines des Jeux Olympiques, même si, pour se rassurer, il se dit encore capable, pourquoi pas, d'inverser la tendance et de réaliser des bons Jeux Olympiques. Un Johannes Bö qui, un petit peu à l'image de la saison dernière, baisse de niveau. Est-ce que c'est le début de la fin? Est-ce que c'est le début d'un déclin? Je ne sais pas. En tout cas, un Johannes Bö qui a l'air d'être assez touché sur le point de vue psychologique et mental. N'hésitez pas dans les commentaires, bien évidemment, à me dire ce que vous avez pensé de ce week-end de Coupe du Monde, sur le cas Johannes Bö, sur la bataille Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, 3 fois 3e du classement général, qui, on le rappelle, a l'habitude d'être régulier en Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas d'un Emilien Jacquelin. Donnez vos pronostics, n'hésitez pas. Dites-moi également ce que vous pensez du retour de Sébastien Samuelsson au premier plan, également de Sturla Laegrid, également de la défaillance totale de l'ami Johannes Tignesbo. Est-ce que vous pensez qu'il pourra, je ne sais pas, se relancer? Alors pas du côté de Ruhpolding parce qu'il ne sera pas là, mais pourquoi pas du côté d'Antholz et également des Jeux Olympiques. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires, et bien évidemment si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à bien évidemment commenter la vidéo et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune notification, à être prévenu bien évidemment dès qu'une vidéo sort sur la chaîne, histoire bien évidemment d'être prévenu en temps et en heure quand une nouveauté sort sur cette chaîne d'Icoams. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye et à la prochaine.